Moi, j'ai vécu la guerre quand j'étais un petit enfant. Yo, je vous dis, mes frères, ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Maintenant, je vis la haine, je vis la peine, je vois la scène. Plus rien ne sera plus comme avant. Je peux plus m'empêcher de penser à ça puisque mes yeux ont vu ce qu'il ne fallait pas. L'histoire du petit Alan a remis le couteau dans la plaie. Je me souviens d'avoir marché le long du Tanganyika pour avoir la paix. Pour enterrer les miens, offrez-moi au moins une pelle. C'est un père, c'est une mère, c'est une sœur, c'est un frère qui manque à l'appel. Les psys ont rien pu faire pour moi. C'est écrit dans le ciel que j'allais faire du gel. You vois, j'attends mon tour pour briller, c'est pas donner de l'ombre. Dans mon hood, les corbeaux ont tué toutes les colombes. Trop gros, c'est la pilule. Le passé me suit jusqu'en cellule. Puis 94, c'est comme si j'étais déjà mort. Personne n'est plus beau que moi. Mais la controverse dit que c'est qui tu pars rend plus fort. Personne n'est plus fort que moi. Armé d'une pomme, d'un projet, je réagis au rejet. L'univers n'existe que pour me servir. Partager, partager. Salut Barbe. Titre d'un livre engagé. Allez-vous la partager? Bienvenue Jean, bienvenue au souverain. 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 Subió a la tarima sin ningún obstáculo, luego le preguntó, ¿pero qué pasó, chiquitica? Le traigo un break, se lo van a suavecita, una para el bajo, otra para el volumen, el break que yo traigo, mi gente lo consume, dice, y una para el bajo, otra para el volumen, el break que yo traigo, mi gente lo consume. Armé de prose et de lignes, je suis venu à poser le sceau sur les livres, à porter l'eau et les vives pour apaiser les pauvres et les riches. Pour la cause, je me suis fait clouer les paumes et les pieds. Pour la cause, je me suis fait clouer les paumes et les pieds et mis une couronne d'épines. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On rit du malheur des autres, mais quand c'est nous, on s'effondre. Je porte pas de Prada, ni le manteau d'un fauve. J'ai pas de palace, je suis né dans l'arche des pauvres. Je garde mon axe et compose des proses, qui au contact se décompose et explose. Je me décontracte et expose ma vision des choses. Et pas le temps pour une pause. Je m'assure de rester real. Je défends les pauvres et change pas mon fusil d'épaule et pense pas me fêler les côtes. Je peux feinter les cônes. J'ai l'ange Gabriel qui m'épaule, le saint patron des paumés. Bienvenue, Jean. Wow! 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 Merci, mon frère. Merci. Incroyable. Incroyable. Bienvenue, Jean-Barbe, au Souverain. Anonyme! Souverain. Anonyme! Souverain. Anonyme! Souverain. Tellement heureux d'être là. Je m'appelle Jean-Barbe, je m'appelle Jean-Barbe, je m'appelle Jean-Barbe. Alors, j'avais une petite histoire plutôt pour décrire ma vie. Si j'avais une phrase, j'aurais choisi... J'ai pas choisi ma vie, mais j'ai choisi de la vivre. J'ai un petit texte pour toi, c'est celui qui commence comme ceci, mon frère à moi. Je disais toujours, maman, maman, j'aimerais avoir un frère. C'est la phrase que je lui répétais toujours. Un jour, ma mère m'a dit que mon vœu se réaliserait. Au même moment, en Haïti, mon cousin Emmanuel et ma cousine Christine perdaient leurs parents. Alors un jour, mon père était allé les cueillir à l'aéroport. Je l'attendais comme dans la fenêtre à attendre un enfant qui attend ses cadeaux. J'ai vu le taxi arriver. En premier, mon père est sorti du taxi, puis ensuite, j'ai vu mon cousin Emmanuel. Il était habillé d'un costard blanc. Il n'était pas habitué à la température, bien sûr. Je voyais ses yeux plissés à cause des flocons qui l'attaquaient. Quand il est rentré dans la maison, je lui ai donné une accolade, parce qu'à ce moment-là, je sentais vraiment que j'avais un frère. Ensuite, cette nuit-là, ça a dû être la plus longue pour lui, parce que je lui posais 1001 questions. Je sais que mon frère, mon cousin, ça a toujours été un modèle pour moi. Emmanuel, avant tout, c'est mon cousin, mais c'est mon frère à moi.
C'est toujours ton frère. C'est toujours mon frère. Toujours ton frère. Je suis content de l'avoir eu comme modèle parce que quand je prenais tous ses linges, tous ses vêtements plutôt. Je prenais tous ses vêtements, puis il me racontait plein d'histoires de femmes. Il m'apprenait la vie ensuite. Il me racontait, je disais, allez, raconte-moi une autre histoire de femme. Puis je le voyais comme un gars qui était courageux parce que justement en Haïti, il m'amenait à la mer avec une barque. Puis il me promenait. J'étais content. Il connaissait le pays mieux Il que toi. connaissait mieux. Ouais, très, très bien. Tu te sens en sécurité avec un frère? Oui, c'est ce que je voulais le plus au monde. Parce que mes frères étaient trop grands à ce moment. Ils étaient partis de la maison. Puis je voulais avoir le feeling d'avoir un frère. Comment tu as commencé à écrire? Parce que tu écris, hein, puis tu écris bien. J'ai commencé à écrire quand je voulais plus exercer ma rage en dehors physiquement. Quand j'avais mal, c'est là que je partais dans ma chambre, puis là, j'écrivais des textes pour dire ce que je ressentais, tu vois. C'est comme ça que j'ai appris à écrire, aussi en lisant plusieurs livres. Ouais. Puis les mots, là, tu sais, tu me sors des mots, ça va chercher... En tout cas, moi, je suis impressionné, puis je suis touché. Mais est-ce que tu peux changer le monde avec tes mots? On peut changer le monde avec nos mots. Parce que c'est une arme invisible, mais c'est une arme qui reste dans la tête autant qu'une idée peut germer. Les mots, je pense que c'est vraiment le seul moyen de changer le monde. Est-ce qu'on peut changer soi? Ça, c'est une question que moi, je me pose encore. Est-ce que j'ai réussi à me changer? Est-ce que j'ai réussi à m'inventer avec les mots? C'est vrai. D'ailleurs, j'ai lu ton livre, Comment devenir un monstre. C'est pas moi le monstre, hein? Heureusement. Mais premièrement, j'ai été impressionné parce que je me suis dit, est-ce que tu es allé au Kosovo ou en Tchétchénie pour vivre ça? Alors, ça vient de ton imaginaire? Bien, c'est un livre sur la guerre, mais tu sais, depuis que je suis né, il n'y a pas eu une journée de paix sur la planète. Pas une. Depuis que je suis né, la télévision me montre des images de guerre. Ça vomit des images de guerre. Ça vomit des images de meurtre. Ça vomit le sang. Ça vomit les os broyés. J'ai pas besoin de chercher bien loin pour voir la guerre. T'sais. Je l'ai jamais connue ici. Mais on est tous en guerre. Ouais. On est tous en guerre avec nous-mêmes, avec notre milieu. On se bat tout le temps. Il s'agit de transposer ça, puis de trouver les images qui sont là. Mais au bout du compte, j'ai pas fait un livre sur la guerre, j'ai fait un livre sur quelqu'un qui est déchiré. Oui. Surtout, j'ai remarqué que n'importe quel individu peut devenir un monstre parce que au début, dans ton livre, justement, c'est un chef qui aime faire la cuisine. Ouais. Il aime, au fond, il aime rendre les autres heureux et il aime partager sa cuisine pour rendre les gens heureux, des fois. Puis j'ai remarqué qu'un conflit, une guerre, ça peut rendre n'importe quel humain un monstre. Moi, j'ai été à 2 doigts d'être ici, parce que j'ai fait des conneries dans ma vie. J'en ai fait des conneries. Moi, j'ai pas de jugement. On est tous potentiellement des anges, potentiellement des monstres. Ça dépend des circonstances et de ce qu'on en fait. Par contre, quand on réalise ce qu'on peut faire de bien, puis si on s'en donne les moyens, on est capable, je pense. Puis prendre des mots au lieu des points, ça, pour moi, c'est merveilleux. Parce que moi, je viens d'un... Il n'y avait pas de livre chez moi quand j'étais petit. Il n'y avait rien. Il y avait un père qui travaillait tout le temps, puis une mère qui lavait des planchers en sacrant. Il n'y avait rien. J'avais de la rage, moi aussi. J'en avais de la rage, mais je comprenais pas le monde. Je comprenais pas pourquoi je devais aller à l'école, pourquoi je devais obéir, pourquoi je devais obéir, tout le temps obéir, pourquoi? Puis on me répondait pas pourquoi. On me disait parce que. Et j'aurais pu développer une rage, puis fesser dans le tas, mais j'ai trouvé des livres, à un moment donné, à l'école. 1 livre, 2 livres, 3 livres. J'ai commencé à lire et j'ai commencé à écrire. Quand j'étais petit, pendant l'été, je descendais dans le sous-sol, je me cachais pour écrire, puis je sais pas quoi. Parce que j'avais tellement de choses en moi qui bouillonnaient, puis je voulais tellement dire de choses, mais je savais pas à qui les dire, puis je savais pas exactement comment les dire. Fait que j'essayais avec un crayon à mine sur du papier ligné. Puis après ça, je déchirais les feuilles en petits morceaux, puis je cassais le crayon, puis je cachais ça dans une poubelle en dessous des autres déchets pour pas que mes parents sachent que j'aimais écrire. Parce que ça voulait dire que j'aimais l'école. Ah, wow. En même temps, une façon de te protéger ton échappatoire. Protéger, tu sais, un jardin secret. Tu sais, moi, je pense qu'on peut dire bien des affaires quand on se sent bien. On peut tout dire de soi ou à peu près. Mais c'est important de savoir qui on est puis de le garder pour soi aussi. Tu sais, qui je suis au fond de moi, ce que je pense de moi-même, ce que je rêve d'être, c'est mon jardin secret. Puis je l'ai découvert en l'écrivant, mais c'était pour moi. Et après ça, j'ai décidé de devenir écrivain. À 14 ans, 15 ans. Un nouvel arrivant. À 15 ans,
J'avais rencontré un professeur au secondaire, qui s'appelait André Dion. Il était petit de même. Puis, à un moment donné, il a écrit un poème au tableau, un poème de Victor Hugo. Ouais. Puis là, il disait, regardez, voici, c'est des vers, des alexandrins, ça fait 12 pieds, puis il y a un hémistiche dans le milieu. Puis là, il a arrêté, il nous a regardé, il a fait un clin d'œil, puis il a déposé sa craie, puis il a dit, là, ce que je suis en train de faire, c'est analyser un poème. C'est un peu comme disséquer un cadavre à la morgue. Ouais. Mais quand on dissèque un cadavre, on sait pourquoi c'est mort, mais on ne sait pas pourquoi ça vit. Puis il dit, la poésie, c'est vivant. Puis là, j'ai fait, j'ai commencé à écrire de la poésie. J'ai commencé à séduire une fille en écrivant de la poésie. Elle écrivait, et j'ai commencé à lire, puis à lire pour regarder comment c'était fait. Puis moi, ça m'a sauvé la vie. Puis je me suis dit, si je peux écrire des choses qui vont sauver la vie d'autres, c'est le plus beau métier du monde. Ouais, pour moi, c'est comme un médecin de l'âme. Et j'ai essayé. J'ai essayé, puis j'essaye encore. Puis tu sais, on a juste les mots. Pour communiquer, pour se dire ce qu'on pense, pour se dire ce qu'on ressent, on a juste les mots. Ouais. On n'a rien d'autre. On n'est pas télépathe, malheureusement. T'sais. Pour moi, le grand rêve perdu de l'humanité, c'est ça. C'est si on pouvait lire dans la pensée des autres. T'sais, on saurait, est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas, est-ce qu'elle me niaise, est-ce qu'elle me niaise pas. Ouais. On le sait pas parce qu'on n'est pas télépathe. On peut pas lire dans la pensée des autres. Tout ce qu'on a, c'est les mots. Fait que notre devoir d'être humain, c'est d'apprendre à nommer les choses en titi parce que là, on va être capable de vraiment communiquer ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on veut dire. Et moins il y a de malentendus, moins il y a de chances de se taper sa gueule. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, on a un devoir de dire les choses bien, de bien les dire pour pas que les gens s'enflamment? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu sais, il y a des émotions humaines là, qu'on vit depuis que l'humanité existe. Là, la jalousie, la peur. Tout le monde ici a vécu de la peur. Le plus gros de la gang ici, le plus bâti ici, il a vécu de la peur dans sa vie. Moi, j'ai vécu de la peur dans ma vie. On a vécu de la déception, on a vécu des échecs. La gamme des émotions humaines n'est pas si grande que ça. Mais on oublie que ça fait mal. Ça nous arrive, puis on oublie que ça fait mal. La tâche de l'écrivain, c'est de dire les choses tellement bien qu'on a l'impression de revivre pour la première fois. Et on se rappelle ce que c'est que la dure tâche de vivre, puis à quel point c'est pas facile, et à quel point il faut y travailler. Et ça, l'écrivain fait ça. Il nomme les choses d'une manière tellement qui a l'air neuve, et on fait « Ah oui! » Et c'est comme si on reconnaissait quelque chose qu'on avait toujours su, mais quelqu'un vient de le nommer pour nous. Ouais, exact. Et ça nous éclaire sur nous-mêmes. Tu sais, quand on est malade, là, on s'en va à l'hôpital, puis là, ils disent « Ah ben, t'as telle maladie », puis t'es soulagé parce qu'ils viennent de nommer ton mal. Ouais. Parce qu'au moins, tu sais c'est quoi. Mais c'est la même affaire pour tout le reste dans notre vie. Si on peut le nommer, on est un peu soulagé puis on se sent un peu moins tout seul. Quand je lisais, j'étais en train de me dire, mais comment tu fais pour avoir une justesse si tu n'as jamais été là-bas? Regarde, j'ai jamais tiré un coup de feu de ma vie. Non? J'ai jamais tiré un coup de feu de ma vie. Je me suis jamais battu. Ouais. Tu sais, l'imagination, là, c'est quelque chose, c'est un outil. C'est un outil d'appréhension du monde. Les scientifiques qui explorent le fin fond de l'univers, ils ne sont jamais allés. Non. Mais ils savent de quoi c'est fait. Parce que d'abord, ils imaginent le moyen de se rendre en pensée, puis ils imaginent les règles qui doivent dicter ce monde-là, puis ils réussissent à le décrire avec précision. Ouais. Ben, c'est la même affaire pour un écrivain. Je ne sais pas c'est quoi tuer quelqu'un. J'ai jamais tué quelqu'un. Mais si je réfléchis très, très fort, si je me mets dans la peau de quelqu'un d'autre, j'essaie de me mettre dans la peau d'un tueur, je ne vais pas ressentir exactement ce qu'il a ressenti, mais je vais peut-être m'approcher de ça un petit peu. Je vais peut-être aller chercher un peu de vérité. Il y a un philosophe français qui avait dit « Il n'y a rien de ce qui est humain qui m'est étranger. » Toute l'expérience humaine de n'importe qui sur la planète, tous les êtres humains sont capables de la ressentir parce qu'on est tous pareils. Et donc, je dois me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis un roman, c'est ça. T'sais, quand on écrit un roman ou quand on le lit, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre pour ressentir ce qu'il ressent. Et ça, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de la télépathie. C'est ce qui se rapproche le plus de la compréhension totale de quelqu'un d'autre. T'sais. Et ça, à mon sens, c'est une expérience magique. T'sais, c'est magique. Moi, quand je lis un bon roman, puis que j'ai l'impression d'être là, puis j'ai l'impression d'être lui, puis j'ai l'impression d'être eux autres, puis de vivre ça avec eux, je voyage dans le temps puis dans l'espace. Je sors de mon corps. Est-ce que, comme dernière question, est-ce que il y a d'autres livres que vous avez écrits? Oui, j'ai écrit, à la suite de ce roman-là qui s'appelle « Comment devenir un monstre », j'ai décidé qu'il fallait... J'étais en train de l'écrire, puis j'avais déjà décidé qu'il ne fallait pas que je fasse un roman seulement sur le côté monstrueux des êtres humains, parce qu'on est capable d'être monstrueux, mais on est aussi capable d'être autre chose. Ouais. Et j'ai écrit un autre roman qui n'est pas du tout pareil, qui se passe à Montréal,
et qui s'appelle « Comment devenir un ange ». Ah ouais. Et c'est un roman, tout n'est pas rose dans cette histoire-là non plus, mais c'est un roman sur le meilleur côté de nous, sur c'est quoi l'amitié, c'est quoi la solidarité, c'est quoi s'en sortir quand on tombe, parce qu'on tombe souvent. Ouais. Puis c'est dur, mais il y a des gens qui nous aident à nous relever aussi. Puis c'est un roman là-dessus. T'sais. C'est un roman sur le beau côté de nous. C'est bien, Il ne faut pas l'oublier. Garder la tête haute. Ouais. Ben, ça veut dire que si on reste à terre, on va se faire marcher dessus. Exactement. Ça fait encore plus mal. C'est pas un bon lieu pour être couché sur le plancher. Non. Ouais. Mais merci beaucoup, Jean-Bart. Merci à toi. Je vais laisser la place aux autres. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Jean, Salut. bienvenue au Souverain. Je m'appelle Johnson Égalité. En 2012, au cœur du printemps érable, tu as déjà dit quelque chose qui ressemblerait à ça. Se faire fourrer de loin, se faire fourrer de près. Il est beau le progrès au palais des congrès. De la reine à Charest, on accumule les regrets. Armé d'une pomme, d'un projet, je réagis au rejet. Partager, partager, le titre d'un livre engagé. Dis-moi, Jean, en 2012, le Québec a connu son printemps érable. Qu'en reste-t-il? Il reste... C'est une bonne question. C'est une question difficile parce que, il y avait de l'espoir dans la rue à un certain moment. Il y a eu 200 000 personnes dans la rue, pas juste des étudiants, 200 000 personnes qui disent « on veut que ça change ». Puis ils sont pas redescendus dans la rue, ces 200 000 personnes-là, puis le Québec n'a pas changé. Mais il reste que ces 200 000 personnes-là et bien d'autres savent que maintenant on peut descendre dans la rue. Et ils savent qu'on en a marre, qu'on est tanné. On est tous un peu tannés. On ne s'entend pas sur les moyens pour changer ça. On ne s'entend pas, même pas sur le diagnostic. Mais pas mal certains, tout le monde à qui je parle disent « j'en peux plus ». Tout le monde à qui je parle dit « il faut que ça change ». Tout le monde à qui je parle dit « on se sent pas d'espoir, pas d'avenir. Comment ça se fait? Pourtant, il y en a. Comment ça se fait? » Fait qu'on on a eu ça en commun en 2012 pour bien des personnes, la moitié du Québec. L'autre moitié voulait casser la gueule à l'autre. Mais on sait qu'on n'est pas tout seul. Moi, ça fait aussi longtemps que Mohamed que j'essaie de changer un peu les choses à ma manière. Puis pendant des années, c'était plus possible. J'avais pas l'impression que c'était possible, qu'il fallait rester, on restait chacun dans notre coin, puis on n'avait plus le droit de dire des mots comme capitalisme. Tu sais, le mot capitaliste, c'est pas un mot cochon, là. Tu sais, on n'avait plus le droit de le dire. J'allais à la radio, j'avais plus le droit de dire ça. J'allais à la télé, j'avais plus le droit de dire ça. Parce que c'était la norme. C'était pas le capitalisme, c'était la normalité. C'est de même que le monde va. Puis là, on a commencé, depuis le printemps érable, depuis le printemps arabe, on a commencé à dire, c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être pas juste ça dans la vie. Il y a peut-être une autre façon de vivre ensemble. Il y a peut-être une autre façon de penser l'avenir, de penser le monde, de penser notre rapport au travail, notre rapport à la nature, notre rapport à tout. On l'a pas encore changé, mais on a recommencé à y penser. Puis ça, c'est le grand héritage du printemps érable. Puis c'est formidable. Mais il reste de la job à faire, puis longtemps, puis beaucoup. Merci. Merci à toi. Bonjour Jean. Salut Eugène. Bienvenue au Souverain Anonyme. Ça me fait tellement plaisir d'être là. Merci d'être venu. Moi, dans le fond, j'aimerais incarner un texte pour mon ami Fernando.
Puis je vais le lire, justement, puis je veux justement que vous l'écoutiez. Bien sûr. Si ma vie était un livre, il porterait le titre « Mon fils, ma liberté ». Ça pourrait commencer ainsi. J'ai 12 ans, je me trouve en 2 pays, l'Argentine derrière moi, le Canada devant moi. Derrière moi aussi, un père retenu là-bas. Avec moi, une mère qui m'a tout donné. Je m'installe avec elle au centre-sud de Montréal, un quartier dit difficile, un quartier défavorisé. C'est dans ce quartier que je fais mes armes. C'est entre l'école et la maison que j'ai appris à devenir grand. C'est dans ce même quartier que je pouvais m'asseoir au coin de trottoir et rêver du jour où j'allais revoir mon père. Un jour, j'ai 16 ans. Et j'apprends que mon père n'est plus, mon père est mort, et avec lui, le rêve d'un retour au pays natal. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je suis père d'un petit garçon de 6 mois et demi. Je suis à mon tour père. Je ne suis sûr qu'une chose dans la vie, je ne sais pas un père absent. Je vais revoir l'Argentine avec ma femme et mon fils. Merci. Oui, bravo, merci beaucoup. Merci, Fernando. C'est important, hein, la transmission. C'est... Le père absent, c'est un grand drame pour les hommes en particulier, pour les gars. Je ne sais pas si toi, ton père était là. Étais-tu là, ton père? Mon père était là, oui. Non, étais-tu trop là, ton père? Des fois, il est trop là aussi. Oui, il était là. Il était pas mal présent. Mais pour ton ami Fernando, que tu salueras de ma part, c'est un beau texte. Puis se faire une promesse d'être là pour ses enfants. Moi, j'en ai 2 enfants, puis ils sont encore assez jeunes. Je les ai faits sur le tard. Ils sont adolescents. Et maintenant, là, je pourrais arrêter d'écrire des livres, je pourrais arrêter de travailler, je pourrais arrêter de quoi que ce soit. Ça me dérange plus. Ça n'a plus d'importance tant que ça, écrire des livres. Réussir mes enfants, ça a de l'importance. Puis quand je dis réussir mes enfants, c'est pas leur donner tout de cuit dans le bec. C'est pas leur donner des objets. C'est pas qu'ils soient bien habillés. C'est pas d'acheter un char à mon fils quand il va avoir son permis. C'est pas ça. Il va marcher, mon fils. Mais je veux marcher avec lui. Ouais, je veux marcher avec lui. Puis faire des longues promenades. Puis ça, pour moi, je dis ça, puis les parents de ma génération, mon père, moi, il fallait qu'il nous achète des affaires. Il fallait qu'il travaille 15 heures par jour. Il fallait pas qu'il passe de temps. Moi, je me souviens de mon père, une fois, il a essayé de me lancer la balle au baseball. Il lançait comme une fille. Il savait pas. Il avait jamais appris à jouer. Il savait pas jouer, mon père. C'est seulement quand moi, j'ai eu des enfants qu'il s'est mis à 4 pattes puis il a commencé à jouer à 70 ans pour la première fois de sa vie. Donc, l'importance de transmettre puis d'être là. Tu salueras ton ami Fernando. Parfait, merci beaucoup. Salut. Merci. Bonjour Jean. Salut. Moi je m'appelle Fritz. Je suis là pour mon ami Francis qui a écrit un texte. J'aimerais ça que tu le lises et puis tu le commentes. D'accord. S'il vous plaît. Avec plaisir, parce que Francis ne peut pas être là. Ma chère Jessica, au premier jour, j'appréhendais déjà mon dernier en prison. Je ne pouvais vivre une journée à la fois sans m'accrocher à ce dernier jour qui allait me ramener à la lumière. Mon dernier jour en dedans, c'est ma petite lumière au bout du tunnel. Très bientôt, je vais quitter le tunnel. J'aurai enfin payé ma dette à la société. Mais je sais déjà qu'une partie de moi va rester à jamais ici. J'ai croisé des frères ici, des amis et des ennemis. Avec eux, j'ai partagé le meilleur et le pire. Je sais déjà qu'ils vont me manquer. Alors, j'ai peur. Ma joie de partir se mêle à ma peur de revenir. Ma peur de ne pas tenir le coup. Ma peur des tentations. Ma peur de ne pas organiser ma vie en dehors d'un système organisé. Un système bonbon qui n'est pas si bon. Ça fait 5 ans que je n'ai pas fait mon repas seul. Ça fait 5 ans que je suis à la merci d'un menu sans surprise et sans saveur. Ça fait 5 ans que je rêve de faire ma propre cuisine.
dans leur cuisine, je sens une odeur d'institutionnalisation. J'ai hâte de faire mes repas. Tu m'as dit que tu es bonne cuisinière, Jessica. Je serai ton meilleur élève. Jessica, j'aimerais te remercier pour ton écoute, pour ton amitié, pour ces mots que j'avais besoin d'entendre. Avec tes paroles sincères, tu m'as redonné confiance. Je vais te suivre, Jessica, loin de Montréal, loin de la peur, loin du tunnel. J'ai envie de te parler de moi et surtout de mes projets. J'ai envie que tu me parles de toi. On se racontera nos vies et nos projets devant un repas chaud avec des fleurs et des bougies pour célébrer notre amitié, pour célébrer la vie. Jessica, tu es ma lumière au bout du tunnel. Je vais arrêter là. Le meilleur de moi est à venir. Je t'embrasse tendrement. Francis. Tu sais ce que tu vas y dire à Francis? Que c'est le plus beau des projets, ça. Apprendre à cuisiner seul. Puis c'est pas une joke. Tu sais, faire se nourrir. Au propre, au figuré, dans tous les sens du terme, se nourrir, apprendre à se nourrir, apprendre à une conversation nourrissante, apprendre à se nourrir seul, avec des amis, avec de l'amour. C'est tellement beau, ce texte. C'est tellement plein d'espoir, puis en même temps, c'est réaliste. Parce que c'est pas facile, dehors. La vie n'est pas supposée être facile, mais elle est bien meilleure quand on sait faire une soupe, puis la partager. Les meilleurs moments de ma vie, je pense, les meilleurs moments de ma vie, c'est en servant un plat à mes enfants, puis en riant avec eux en mangeant. T'sais. La vraie vie, dans le fond, ça prend juste ça. Puis Francis, il a trouvé une lumière. Tu diras de la suivre. Merci beaucoup. Merci. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bonjour Jean, Salut. je m'appelle Patrice. Salut, Patrice. Si ma vie devait être un livre, il s'appellerait Allô Papa. Le livre commencerait à peu près avec ces mots. Il est 18 heures. Les portes des cellules viennent de s'ouvrir. Je cours vers le téléphone pour appeler Caro, comme à toutes les mardis. Ça sonne, mais j'ai mal à la tête. Je me demande si c'est pertinent de parler avec ma chum de fille avec ce mal de tête. Je décide de raccrocher et d'appeler le lendemain. Juste avant de remettre le combiné à sa place, j'entends sa voix de Caro. D'habitude, elle dit « Allô? » Moi, je réponds « Allô, Caro? » Je la niaise et elle me niaise. Elle me le dit souvent « Mais tu connais pas la dernière? » Et moi, je réponds « Mais non, Caro, moi, je connais juste la première. » N'importe quoi pour meubler ce temps d'amitié sincère qui nous lie depuis très longtemps. Cette fois, Caro a dans sa voix quelque chose que je n'arrive pas à cerner. En me disant « Tu sais quoi, Patrice? » Suivi aussitôt d'un « Devine » et sans attendre ma réponse, elle enchaîne « Devine qui est avec moi maintenant. Et il veut te parler. » Je réussis à peine à répondre. « Que veux-tu que je devine, Caro? » Elle conclut avec « Je vais t'aider. » Qui est avec moi et que tu n'as pas vu depuis 17 ans. Dans mon long silence, je me sens que mon mal est passé de la tête au ventre, quelque part proche du cœur. Je n'ai pas ressenti ce mal depuis 18 ans. Exactement depuis l'instant que j'ai appris
la plus belle nouvelle de ma vie. Quand mon ex m'avait appris qu'elle attendait un enfant de moi. Je ne devine pas. Je sais que la voix que je vais entendre, c'est celle de mon fils. « Allô, papa » sera toujours la plus belle phrase qu'un père peut entendre. Jean-Barbe, pour te dire franchement, moi, je ne suis pas un homme de mots. J'ai demandé l'aide pour écrire ce texte. Toi, tu es un professionnel des mots et moi, j'ai toute une vie à raconter. Alors, une vie dont la moitié j'ai passée en prison. Ma vie a commencé avec un viol, une longue histoire à raconter. Alors, je te laisse juger si c'est pertinent de faire de ces mots et de ma vie un livre. Tu sais, Jean, on a parlé un petit peu tantôt. Je m'attendais à rencontrer quelqu'un que les mots, c'est juste sa vie, mais je me rends compte que t'es un homme d'émotion, un homme de sentiments. Tantôt, quand on parlait de ta fille puis de ton garçon, quand tu me parlais des AA, quand tu me parlais du fait que tu aurais pu te retrouver à la même place que nous. Ça fait que pour moi, ça en devient encore plus significatif. Parce que te parler, c'est comme... c'est facile. Je m'attendais à que tu sois juste quelqu'un d'intellectuel puis que ça allait être that's it. Mais je me rends compte que tu es un homme de cœur. Alors, ben pour moi, ça a été encore plus facile de l'exprimer parce que je sens que tu comprends les mots que j'ai voulu dire. Bien sûr, c'est pas juste des mots. Hey, merci. Écoute. Prends, raconte ta vie. C'est ta vie. Puis tes mots. Puis tu sais quoi, t'as pas besoin bien des mots. T'as juste besoin de le dire. Moi, je suis sûr de ça. Si c'est pas moi qui raconte ma propre histoire, quelqu'un d'autre va me raconter. Ici, quelqu'un vous raconte. Quelqu'un fait de vos journées une histoire qui n'est pas la vôtre. Vous êtes obligé de faire ceci et cela. C'est pas votre histoire. C'est pas celle que vous voulez écrire. Si tu veux écrire ta vie, si tu veux la comprendre, si tu veux la projeter vers l'avenir, si tu veux devenir le père de ton fils retrouvé, écris ta vie. Avec les mots que t'as. Tes A, ils sont tous là. Raconte ta propre histoire. Merci, Jean. Et merci. 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 Faut que j'embête. Salut. Salut Barbe. Salut. Je m'appelle Wolf, a.k.a. la super vedette. Ma vie est déjà un livre qu'on peut retrouver partout, même chez Jean Coutu. Mon livre s'appelle « Moi ». Il est question uniquement de moi. Me, myself and I. Mon livre est le portrait d'un mot maniaque, un égoïsme assumé. Mon ego est tellement grand qu'il ne passe plus dans les portes. L'univers n'existe que pour me servir. La terre, le soleil et les arbres pour me servir. Les voitures de luxe, les femmes, l'argent pour me servir. Le salaire minimum, les enfants chinois, les mines du Congo pour me servir. Vous êtes journaliste, chroniqueur, animateur, écrivain, éditeur, etc. Pour me servir. C'est clair. Me servir, moi. Roi de la finance, roi des paradis fiscaux. En fait, roi de tous les rois. Personne n'est plus beau que moi. Personne n'est plus fort que moi. Plus riche que moi, ça n'existe pas. Avec mes pouvoirs, j'achète tout et tout le monde. Des plus riches aux plus pauvres. Par contre, j'ai un faible. Ben ouais,
Ça arrive des fois. J'ai un fait pour les bouffons et bouffonnes. Ceux qui parlent pour ne rien dire. En marketing, en lobbying, en relations publiques, en conseil politique, pour manipuler les opinions publiques. Les bouffons et les bouffonnes, pour mieux servir. Il y en a tellement sur Terre. Leur mission, propager des guerres. Pour mieux servir encore. Pas pour partager. Pas pour rendre les riches moins riches et les pauvres moins pauvres. Leur mission, c'est de tuer la beauté du monde. Pour mieux servir. Apparemment, ils n'ont pas fini. En fait, je n'ai pas de questions pour vous, monsieur le journaliste. J'avais juste une réponse. Allez-vous la partager? Bravo. On va t'appeler Monsieur Second Degré. Second degré. Ouais, pour te servir. L'ironie, l'humour, c'est une arme aussi, hein? Une arme de destruction massive, l'humour. Tu sais pourquoi les bouffons étaient admis à la cour et pourquoi ils pouvaient dire n'importe quoi au roi? Vous allez me dire? Ben, si tu veux, c'est une réponse, mais bon. Pour me servir? Pour te servir, je suis à ton service. Les bouffons avaient seul le droit de dire la vérité au roi sous forme d'humour, parce que ça passait. Personne à la cour n'avait le droit de dire « Hey, t'es donc ben nono, espèce de roi. » Mais le bouffon pouvait, sous forme d'humour. Ça passe. On peut dire la vérité sous forme d'humour, des vérités qui parfois dérangent. Puis, sous forme d'humour, t'as dit des vérités. Pas que tu es l'homme le plus extraordinaire du monde, mais certainement que d'autres se pensent et que c'est un des défauts majeurs de nos sociétés contemporaines, qu'on se sent tout le temps au centre du monde, puis qu'on pense que tout doit nous servir. Et on en oublie la solidarité, on en oublie le partage, la fraternité, l'amour. Fait que sous prétexte d'humour, espèce de grand Jack, t'as dit des vérités profondes. Hein? Ah oui, c'est ça que t'as fait. Puis je t'en remercie. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Yes, yes. Applaudissez fort, les gars! Bonjour Jean, moi c'est Chris. Salut Chris. Comme vous, moi aussi j'ai des mots qui cognent. J'étais un survivant seul debout au milieu des gisants. Jugé coupable mais la culpabilité innocente. Mon héroïsme preuve de lâcheté. Puisque ceux que j'aime y sont restés. Le génocide est la raison de mon exil. La guerre civile est d'une épreuve pénible, comme c'est pas possible pour les victimes. Me parler de mon pays est un sujet tabou. J'aurais jamais imaginé immigrer pour finir voyou. Pourquoi pas faire la paix pour qu'on puisse rentrer chez nous? Moi j'ai vécu la guerre quand j'étais un petit enfant. Et je vous dis mes frères, ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Maintenant je vis la peine, je vis la haine, je vois la scène. Plus rien ne sera plus comme avant. Je peux pas m'empêcher de penser à ça puisque mes yeux ont vu ce qu'il ne fallait pas. L'histoire du petit Alan a remis le couteau dans la plaie. Je me souviens d'avoir marché le long du Tanganyika pour avoir la paix. Pour enterrer les miens, offrez-moi au moins une pelle. C'est un père, c'est une mère, c'est une sœur, c'est un frère qui manque à l'appel. Les psys ont rien pu faire pour moi. C'était écrit dans le ciel que j'allais faire du gel. You vois. J'attends mon tour pour briller, c'est pas donner de l'ombre. Dans mon hood, les corbeaux ont tué toutes les colombes. Trop gros, c'est la pilule. Le passé me suit jusqu'en cellule. Laisse-moi te dire que depuis 94, c'est comme si j'étais déjà mort. Mais la controverse dit que ce qui tue pas rend plus fort. Castar. Puis Castar, c'est le nom que mon père m'a donné avant de mourir. Puis ce serait celui
du soldat présidentiel parce que je me suis perdu quand j'étais tout enfant dans une forêt pendant près d'une journée et demie. Puis justement, c'est en faisant du parachute qui est tombé sur moi. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais le premier garçon de mon père. Puis là, mon père était content, puis il m'a trouvé brave d'avoir survécu autant, tout seul dans une forêt pendant quelques heures, disons peut-être ces heures-là paraissaient énormes. Puis j'avais à peu près 2 ans. Ah oui. Puis voilà, alors mon père m'a trouvé brave, il m'a appelé Castar, ils m'ont surnommé Castar comme le soldat. Alors c'est ça. Peux-tu parler de ton texte un peu? Je vais te parler de ton texte parce que c'est peut-être ça ma fonction de parachute humain. C'est de... Tu sais, ton texte, tu dis... c'était écrit dans le ciel, j'allais finir en gel, tu sais. C'était... les psys peuvent rien pour toi. Tu sais, il y a des gens qui ont vécu des drames aussi, comme le génocide. Oui. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vécu dans les camps. Ils ont vu leur famille entièrement gazée par les nazis. Puis, il y en a qui ont survécu et qui n'étaient pas capables de vivre. Puis, il y en a qui ont survécu et qui étaient capables de vivre. On ne sait pas exactement pourquoi. Pourquoi il y en a qui ont décidé, après l'expérience des camps, des camps d'extermination, pourquoi ils ont décidé d'embrasser la vie, puis pourquoi d'autres ont décidé de subir la vie. Puis j'ai pas de conseils à te donner. Ce que je sais, c'est qu'il y a une façon de le faire quelque part, puisqu'il y en a qui le font. D'accord. Il y en a qui sont capables de trouver dans les souvenirs d'avant, de la fierté de ton père, la force de continuer, puis d'embrasser la vie sur la bouche. Tu sais, parce qu'il n'y a rien d'écrit dans le ciel. Moi, j'y crois pas. Il n'y a rien d'écrit dans le ciel. Si tu te bats. Si tu te bats pour la bonne cause, c'est toi la bonne cause. Effectivement. Mais j'ai lu quelque part que il nous est minable, tu comprends, comme... Moi, ça vient me chercher, ça c'est venu me chercher parce que c'est vrai, tant aussi longtemps que t'es minable, tu sais, comme t'as l'attention, on te donne, tu comprends, c'est Es-tu minable? Es-tu minable, toi? Non, moi, je ne suis pas minable. T'es pas minable, hein? Non. Non. Négatif. Alors, t'es pas minable. Personne peut te dire que t'es minable. Personne peut te dire que t'es minable. Aucune institution peut dire que t'es minable. T'es un homme. T'es un homme en prison, mais t'es un homme. Tu es toi. Personne peut venir chercher ce qu'il y a en toi. Personne peut aller le chercher. Je souhaite tellement d'aller chercher le souvenir de ton père qui t'a traité en héros pour en faire quelque chose après. Parce que ça, ce souvenir-là, il bat les autres. C'est vrai. Merci, Jean. Rien d'écrit dans le ciel. Rien d'écrit dans le ciel. C'est toi qui vas écrire dans le ciel. A mi espectáculo, subió a la tarima sin ningún obstáculo. Luego le pregunto, ¿pero qué pasó, chiquitica? Te traigo un break, te lo baila suavecita. Una para el bajo, otra para el volumen. El break que yo traigo, mi gente lo consume, dice. Y una para el bajo, otra para el volumen. El break que yo traigo, mi gente lo consume, dice. Apagaré la luz. 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 Oye, los cuyes te lo dicen ahora. De esa locura de tu irte en yola, los dueños de la yola te tiran al mar. Mientras tu familia espera tu regreso. En el maletín no te quedan ni los huesos. Dice que en el maletín no te quedan ni los huesos. Y es que en el maletín no te quedan ni los huesos. En el maletín no te quedan ni los huesos. Dice, apagaré la luz. 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 No quiero problemas, pero deben de entender que matar es el hombre y no la mujer. Después que hablan de conga y no dejan de joder. Pero yo no quiero macho que tener que mantener como dice push. Apagaré la luz, apagaré el teléfono, el agua y el push. Apagaré la luz, apagaré el teléfono. Yeah, push. Apagaré la luz, apagaré el teléfono, el agua y el push. Apagaré la luz, apagaré el teléfono.
apagaré la luz. 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 Un beau sourire, là. J'apprécie votre présence. Moi, je suis, quand j'étais à l'école à Cavalier de la Salle, étant petit, après être arrivé de la République dominicaine en 93, ma professeure de français à Postaceuil, elle me disait, José Manuel, tu peux être un écrivain. Et moi, c'était pas ça que je voulais faire. J'ai commencé à écrire des chansons. Et un de mes amis nicaraguayens, Norman Rodriguez, il m'a dit, chante-moi là encore, la première chanson que j'ai écrite. Et c'est comme ça que je me suis inspiré. Je suis devenu un interprète, chanteur, compositeur, écrivain, poète. J'ai aussi de bonnes poésies. C'est absolument des textes que tu écris. Et j'adorerais ça changer de place avec toi parce que être écrivain, c'est tout seul chez soi pendant des heures et des heures. On s'ennuie un petit peu. Alors qu'aller chanter, faire sourire les gens, faire danser les gens, faire taper des mains les gens, séduire les filles, c'est pas mal plus le fun. Alors, je t'envie. Tu as un beau talent extraordinaire. Puis ça fait lever une salle. Je te remercie de ton cadeau. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci tout le monde. Esta barba, en Nueva York, que bajo party, que cocheamos pa' Brooklyn. Con esta cumbia, yo me voy pa' Brooklyn a visitar la familia. Con esta cumbia, yo me voy pa' Brooklyn a visitar la familia. Hey, ¿cómo estás? Desde la última vez, ¿cuánto dinero? Jean Barbe. Il y a une autre façon très simple de se mettre en prison. C'est de ne pas se remettre en question. Ici, pour beaucoup parmi nous, nous travaillons à nous remettre en question. Qui suis-je? Que suis-je? Que veux-je? Où vais-je? Rien de ce que j'ai appris hier n'est sûr aujourd'hui. On m'a appris à être gentil. Je ne veux plus être gentil. On m'a fait porter des masques. Je ne veux plus porter de masque. Tout autour de moi me conduisait sur le chemin qui mène à la prison. Je change de chemin. Le seul chemin qui me paraît digne de mes pas est celui qui mène vers mon cœur. Mon amour pour les miens, pour l'humanité, pour la nature et pour les plus faibles d'entre nous. Tu as été un des nôtres. Tu nous as fait l'honneur d'être notre premier invité de l'année. Je te souhaite santé, paix et beaucoup de livres. Au nom de tous mes camarades, je te déclare Jean Barbe, souverain anonyme. Souverain anonyme! Souverain anonyme! Souverain anonyme! Souverain anonyme! Merci! Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Vous êtes extraordinaires. Oui, je veux dire un dernier mot. Je vais vous dire un dernier mot. Moi, je venais ici... Je venais ici rencontrer des gens. Je venais pas rencontrer des prisonniers. Je venais rencontrer des gens. Puis j'en ai rencontré. Des êtres complets, complexes, talentueux. Tout le monde trébuche dans la vie. J'ai trébuché aussi. Vous êtes riches. Je vous remercie infiniment, infiniment de m'avoir montré votre richesse. Merci les souverains. Ça n'a pas de prix, ce qu'on a vécu ici, ça n'a pas de prix. Williamsburg, pachanga y bajo con DJs de Bedford. Y si no, pues pa' Manhattan.
pasa mejor acá con los mexicanos. Enchiladas verdes y algo de arroz y una chela con nombre del Barrow, pa' sentirse casi integrado. Si puedo me quedo mañana escondiéndome de la migra. Con esta cumbia yo me voy pa' Brooklyn a visitar la familia. Con esta cumbia yo me voy pa' Brooklyn a visitar la familia. Están escuchando Buga, que pegue duro y violento, que pegue la rítmica, algo electropical pa' tu estéreo, de Montreal pa'l universo entero. C'est juste que je t'appelle le numéro puis tu réponds pas. Vraiment pas poli.